c'est Coé. Jusqu'à 20h sur Énergie. Pour l'instant, notre invité Gérald Kiersek, il est médecin urgentiste. On va se faire 1 heure en Facebook Live, sur Twitch également avec Coé Télé. Vous pouvez poser toutes les questions. Coé TV sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas... Même les questions cons. Non, mais même les questions cons, parce que, encore une fois, des fois, on peut se poser toutes les questions sur ce coronavirus sans avoir forcément les bonnes réponses. Et en évitant les fake news qui se baladent sur Internet, on en lira quelques-unes dans un instant. Il s'appelle Gérald Kiersek. On dit bonjour docteur. Bonjour docteur. Bonjour docteur. D'abord, est-ce qu'on dit Kiersek ou Non, Kiersek, c'est bien. Kiersek. Gérald, c'est pas mal aussi. D'accord. Gérald. Eh bien Gérald, bienvenue. Médecin urgentiste à quel endroit? À l'Hôtel Dieu à Paris. J'ai plein de petites questions qui vont arriver, on va essayer d'y répondre vite à chaque fois. Est-ce que il y a encore ces mouvements de panique de gens qui viennent dans les hôpitaux pour rien? Alors non, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autorégulation. Les gens se disent je vais pas venir pour rien et donc on a moins de patients en disant je risque d'attraper. La semaine dernière j'étais de garde et il y a des gens qui venaient pour une entorse, ils étaient avec un masque, ils avaient peur d'attraper aussi le coronavirus. Ouais. Mais là il y a une espèce de voilà, les gens se disent je vais pas y aller pour rien, ils hésitent à sortir. En revanche Cochin par exemple, il y a du monde notamment pour venir se faire dépister et le premier message c'est que ça sert à rien de venir se faire dépister. On dépiste vraiment que des gens hospitalisés ou dans un état grave. Mais voilà, le coronavirus ça se dépiste pas comme ça, donc ne vous pointez pas dans les hôpitaux pour avoir le test. Ça se dépiste comment? Ah bah voilà. Alors, La conduite et tenir. Il y a deux choses. Ça se dépiste pour les malades graves ou pour des soignants, par exemple, qui ont des symptômes. On va les dépister, on va leur proposer ce qu'on appelle un écouvillonnage du nez. C'est-à-dire que c'est comme un coton-tige qu'on met un peu au fond du nez. C'est assez désagréable à faire. Et puis ça part au labo, dans un labo spécialisé, un laboratoire. Il y a Bichat, La Pitié, puis il y a des labos en région, évidemment. Il y en a un par département, qui permet d'aller rechercher le virus. C'est-à-dire que c'est une technique assez sophistiquée qui va aller isoler des petits morceaux de virus et dire il y a du virus, c'est Corona plus, du coronavirus. Soit il n'y a pas de morceaux de virus et à ce moment-là on dit que le test est négatif. Mais il faut pas le faire trop tôt, faut pas le faire trop tard non plus. Donc il y a une fenêtre de tir qui est assez précise. Mais surtout, et ça c'est la deuxième question que vous me posez, de dire quelle est la conduite à tenir. Si on a juste le nez qui coule, de la fièvre, on tousse un peu, ça ne sert à rien ni d'appeler le 15 parce que c'est pour les cas graves, ni d'aller dans un hôpital pour se faire dépister. On fait quoi alors? Quand on a le nez qui coule, quand on a un peu de fièvre, on a la grippe, un rhume ou peut-être le coronavirus, mais c'est pas très grave parce que dans l'immense majorité des cas, le coronavirus ça va passer tout seul. Parce qu'on vous rentrez chez vous et vous mettez un masque pour éviter d'en mettre de partout. On est d'accord. Nous, Miko par exemple, on l'a confiné chez lui. D'abord parce que c'était pénible de le voir avec son gros manteau. Et hier, on avait un petit doute, il avait un peu de fièvre, on s'est dit reste à la maison. Moi par exemple, je vais être honnête avec vous, depuis cette nuit j'ai un peu le nez qui coule, comme à chaque changement de température, quand on passe de 6 degrés à 15 degrés, bim. Moi, ça m'arrive. Je suis pas inquiet plus que ça. Mais comme il y a peut-être des gens qui sont comme moi, avec le nez un peu pris le matin, à se moucher 3-4 fois et à se dire est-ce que je l'ai pas? Ouais, mais il est là le blême. C'est-à-dire que ce sont les mêmes symptômes, grippe, rhume, le nez un peu qui coule et le coronavirus, ce sont les mêmes symptômes. Alors, je dis c'est un problème parce que on n'arrive pas à faire la différence. Voilà pourquoi il faut pas tester tout le monde. Mais c'est quand même une bonne nouvelle aussi parce que ça veut dire que l'immense majorité des gens, ça va passer et ils se rendront même pas compte qu'ils ont eu le coronavirus. Ouais. Je vous prends, vous savez le premier patient là qui a été amené, qui est malheureusement décédé à la Pitié-Salpêtrière, le prof de l'Oise, ça faisait quelques jours qu'il était hospitalisé, il est probablement mort d'autre chose que le coronavirus. Il a eu un petit caillot dans les jambes parce qu'il était alité. Vous voyez, là, c'est là où on va rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'il a fallu que, parce que moi, comme l'équipe, on regarde beaucoup les infos. On disait ce patient de 60 ans est mort. Donc tout le monde a eu peur en se disant mais mince, ça sort du cliché que l'on a, en gros, c'est les plus vieux qui meurent. 60 ans, tout le monde s'est dit ça veut dire qu'à 60 ans on peut mourir. Et vite fait, parce qu'évidemment il avait un droit de réserve le médecin de l'hôpital a dit oui mais il avait une autre pathologie. Et il l'a dit aussi très rapidement, mais je trouve que personne n'a vraiment insisté sur le fait que ce monsieur, quelque part, est mort certainement d'autres choses ou d'une complication. Oui, alors c'est pas une complication, il était alité parce que ça faisait quelques jours qu'il était à l'hôpital et quand on est alité, mais comme quand on a eu une intervention chirurgicale, quand vous êtes allongé, vous bougez pas, vous faites un petit caillot de sang dans les jambes et ce caillot de sang il peut partir dans la circulation pulmonaire et a priori, et ça c'est les médecins, c'est la déclaration du médecin effectivement, et ce patient serait mort de ça. Mais alors docteur, c'est dramatique comme décès. Non, je vais vous dire. Ça montre bien qu'effectivement le coronavirus là était pas forcément directement responsable. Oui mais Gérald, c'est pas peu importe, parce que de ce monsieur qui est mort, on est passé de 30 minutes de coronavirus par heure sur les chaînes d'infos à 55 minutes parce que on avait notre premier mort français. Avant c'était un Chinois, voilà, quelqu'un qui avait 80 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Mais si on fait peur à tout le monde sans dire que ce monsieur
est mort d'un caillot. Pourquoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que pourquoi on affole et on ne rassure pas? C'est un problème de médias là. Mais parce que les médias, il n'y a pas forcément de médecins dans les médias, que l'information elle est passée un peu rapidement, et puis il y a un problème de secret médical aussi. Donc c'est bon que ce médecin, ce collègue qui était, il a donné cette information, c'était un médecin du service, etc. Mais après on est couvert par, vous savez, vos droits, c'est le secret médical. Vous avez droit à ce secret, donc il s'agit pas. Mais on peut dire il est pas mort de ça. Voilà. Ça rassure tout le monde. On peut le dire. Et puis c'est vrai que ça reste une pathologie où on peut en mourir. C'est pas un petit rhume, mais comme une grippe, on peut effectivement en mourir. Et c'est essentiellement des gens qui sont les plus âgés ou avec des maladies sous-jacentes. Mais ça peut aussi toucher des jeunes. Vous savez, la grippe, par exemple, il y a 2% des décès sont des moins de 15 ans. Et ça, on le sait pas. Personne ne le dit. Et pourtant, avec la grippe, on peut aussi mourir de la grippe. La grippe, on est à combien quand on est en pic d'épidémie? Parce qu'une grippe, ça fait quoi? C'est 4-5 mois, en gros? Ouais, c'est même un peu moins que ça. C'est-à-dire que l'épidémie, c'est quelques semaines où on voit clairement un pic. Chaque année, il y a entre 8 000 et 12 000 décès. Et quand on regarde en plein pic épidémique, c'est pour ça que les chiffres que tous les soirs, vous savez, il y a cette espèce de point presse en disant, voilà, il y a 33, on est à 33 décès, probablement un peu plus, etc. Mais on ne se rend pas compte par rapport à quoi? En France, chaque jour, indépendamment du coronavirus, il y a 1700 morts. De tout, d'accidents vasculaires, de maladies cardiaques, d'accidents de la route, de cancer, etc. Donc déjà, 1700 morts, ça on ne le sait pas. Et en pleine épidémie de grippe, il y a 170 morts de la grippe chaque jour quand on est en plein pic d'épidémie. Ça veut dire que quand on dit 1 ou 2 décès, etc., il faut le remettre dans un contexte. Donc c'est marrant que vous le disiez. Alors, c'est pareil. Pourquoi? Je vais poser une question toute bête, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la même. Pourquoi on fait tout un plat alors aujourd'hui, on est à 2 morts par jour, 3 morts quand les chiffres augmentent, on en aura certainement plus. Alors que vous l'avez dit vous-même, combien de morts par jour avec la grippe dite classique? En plein pic épidémique, on est à 170 morts par jour. Pourquoi quand on a la grippe, 170 morts par jour, on ne dit pas aux gens, on ne met pas les salles de cinéma à 1000 personnes ou les salles de spectacle, on n'annule pas les rassemblements alors qu'on est à 170 morts par jour, qu'aujourd'hui, attention, on est à beaucoup moins, les chiffres augmentent parce que les gens plus âgés, évidemment, le temps qu'ils décèdent, etc. Mais pourquoi cette différence entre la grippe classique qui fait ce nombre de morts incroyable et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'épidémie de coronavirus? Alors nous déjà chaque année on dit il y a 10 000 morts de la grippe, faites-vous vacciner, et personne ne veut se faire vacciner déjà, parce qu'on pourrait en éviter un certain nombre, si les plus fragiles étaient vaccinés. Et alors pourquoi avec le coronavirus? Parce que d'abord il y a une alerte mondiale, parce qu'on a le retour d'expérience de la Chine qui nous montre que ce virus quand même on le connaît un peu moins que la grippe, qui pouvait muter, donc il y avait vraiment cette peur de la mutation. En fait on s'aperçoit qu'il n'a pas tellement muté, mais surtout c'est un virus qui est très contagieux et qui a ce qu'on appelle un taux d'attaque. Vous savez, il attaque la population avec beaucoup de gens qui sont contaminés. Donc même si dans l'immense majorité des cas c'est bénin, vous avez juste le nez qui coule, etc. Même s'il y a 0,2% de mortalité, ce qui est pas beaucoup, ce qui est à peu près comme la grippe. Là, actuellement on dit entre 0,2 et 1%. Parce qu'au début il y avait une fake news qui disait que c'était beaucoup plus, c'était du 3 à 4% de taux de mortalité. C'était même au-dessus. Au début ils pensaient 10 à 15%, parce que les premiers patients chinois qui sont arrivés dans les hôpitaux dans un état catastrophique, c'est-à-dire que les gens étaient vraiment au bout du rouleau quand ils sont arrivés dans les hôpitaux. Sur 100 patients qui arrivaient, il y en avait 15 qui mouraient. Ils se sont dit ça fait 15%. Et les premières publications ça a été ça. Et puis au fur et à mesure on s'est aperçu qu'il y en avait plein qui étaient contaminés, qui ne sont pas arrivés à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de symptômes. Et donc on est passé de 15 à 3,4% par exemple, parce que l'OMS maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, dit 3,4%. Et puis là les dernières publications, on est largement en dessous de 1%. Mais même, admettons qu'on soit à 0,1 ou 0,2%, qui est à peu près la mortalité de la grippe. Si vous avez un virus qui attaque la population très violemment, c'est-à-dire que le pic d'épidémie va monter très violemment d'un coup, et vous avez 15 millions de Français qui sont attaqués par ce virus, qui sont contaminés, ce qui peut être le cas avec le coronavirus, 0,1% sur 15 millions de Français, ça commence à faire beaucoup de personnes, beaucoup de morts, et surtout beaucoup de personnes qui ont besoin de soins médicaux au même moment. Et le risque, il est là, et c'est ce qu'on voit en Italie, c'est de déborder les hôpitaux avec plein de gens qui arrivent au même moment, et là, les places, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai plein de petites questions. On va essayer d'y répondre vite, et après on prend plein de questions d'auditeurs. D'abord, est-ce que vous avez peur de l'avoir? Vous l'avez? Non, j'ai pas peur de l'avoir, j'en sais rien. Peut-être que je l'ai eu, j'ai eu un peu de fièvre là, il y a 15 jours ou 3 semaines. Moi, je pense que le virus, il circule de partout. Après, c'est pas très grave. Ce qui est essentiel, c'est est-ce que c'est des symptômes bénins, ça passe, ou est-ce qu'il y a des symptômes plus graves. Ça veut dire que si vous Donc j'aimerais bien avoir une forme bénigne. Ça veut dire que si vous l'avez eu, vous l'avez peut-être passé à d'autres gens sans le savoir. Ouais, mais comme moi ou comme d'autres. D'où l'intérêt pour les professionnels de santé de mettre des masques quand même. On en est où de ces masques? Parce que on n'a pas. Est-ce que ça paraît pas surréaliste? On est en 2020. On peut avoir des oreillettes, enfin jusqu'à là la Chine a fermé les usines, ça va être plus compliqué. Mais on peut avoir des oreillettes d'iPhone, hyper sophistiquées. On peut avoir ce qu'on veut, et le simple masque
on est en rupture de stock comme le simple gel hydroalcoolique. On arrive à être en rupture de stock. Il n'y a qu'une société en France qui fait des masques comme ça. Ouais, il y a un peu plus de sociétés. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas anticipé, donc la production était, elle était pas suffisante. Alors ils font tourner à plein, mais c'est difficile. La majorité, vous l'avez dit, ça vient de Chine. Et puis troisième problème, c'est qu'on était censé avoir des stocks quand même depuis la pandémie, la préparation 2011 suite à la grippe de 2009. Il y avait des stocks. Le Haut Comité de santé publique avait dit il faut faire des stocks de respirateurs, de masques et tout. Et en fait, il y a eu des choix politiques en disant non, on les fait pas. Quoi. Il y aura des leçons à tirer de cette histoire. Les gels. Dangereux ou pas dangereux? Parce que c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. La grippe, un matin on se réveille, BFM Télé, c'est pas si grave que ça, faites attention mais c'est pas si grave. 2 minutes après, attention, c'est pas une grippette. On va tous mourir. Le gel hydroalcoolique, c'est ça qu'il faut mettre. 2 minutes après, attention, il y a des perturbateurs endocriniens, vous aurez le cancer dans 15 ans. Il y a des perturbateurs endocriniens si vous l'utilisez tous les jours pendant 20 ans. En ce moment, et encore, il n'y a rien de prouvé. Non, je crois que le bon message, c'est de dire on se lave les mains. Et pour se laver les mains, ça coûte 0 puisque vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau, vous prenez du savon, liquide, Marseille, ce que vous voulez. Et ça, c'est ce qu'il faut faire une fois par heure, par exemple, c'est très bien, en sortant des transports en commun, en rentrant à la maison. Bref, c'est les règles d'hygiène de base. Et quand vous n'avez pas de point d'eau, parce que ça peut arriver, à ce moment-là, c'est là où vous utilisez les solutions hydroalcooliques. Donc il n'y a pas de risque particulier, il y a plus de bénéfices. Et s'il y a de la rupture du stock, etc., il y a des pharmaciens maintenant qui sont capables et habilités à le fabriquer et ils le conditionnent, ils le fabriquent dans la pharmacie et ils vous le vendent. Moi j'ai pris aujourd'hui, dites-moi si ça marche, j'ai pris de l'huile d'amande douce et des huiles essentielles de tea, ça se dit ça, des huiles essentielles, etc. qui sont des... est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est un peu antibactérien, mais non, ça fonctionne pas parce que ce qui fonctionne, c'est quand il y a de l'alcool, c'est un mélange assez précis. Il faut de l'alcool parce qu'il y a beaucoup de recettes qui se baladent un peu comme ça. Toutes ces recettes-là, il y a des recettes qui sont de bonnes recettes, elles sont sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, sur le site de l'OMS. Là, vous allez voir, il y a des tutos pour fabriquer justement ces solutions hydroalcooliques. Et sinon, le meilleur moyen pour éviter d'avoir des solutions qui sont contaminées avec je ne sais quoi, c'est d'aller voir votre pharmacien. Ils peuvent les préparer à des prix qui sont maintenant plafonnés. Il y a eu un décret qui a été pris pour que les prix soient plafonnés et pas faire du business sur les solutions hydroalcooliques, mais tout ce qui est huiles essentielles. Moi, j'ai vu de l'ail, du fenouil, on fait des trucs. Ça, c'est à côté de la plaque. Oui, on dit qu'il faut boire de la fake news. Il y avait des trucs comme quoi il fallait boire de l'alcool frelaté. Je crois qu'il y a eu 44 morts en Iran. Ah, c'est à cause de ça? Mais oui, il y a plus d'effets secondaires que le coronavirus. Il y a eu une fake news disant que si on buvait de l'alcool frelaté, c'est un truc qui est sorti en Iran. Il y a eu 44 morts suite à cette news et je crois que l'État et le gouvernement se bat un peu pour limiter ce genre de conneries qui se baladent sur les Facebook, vous savez. Les gens vous disent tous, il y a des théories du complot dans tous les sens. Bien sûr. Et moi je voulais savoir au niveau du vaccin, on en est où? Alors le vaccin, il n'y en a pas pour l'instant. Il y a des essais, il y a ce qu'on appelle des candidats vaccins. Alors je crois que c'est... en Grande-Bretagne où ils ont... On peut gagner 4 000 €. Hein. C'est ça. Ils ont demandé des volontaires sains pour pouvoir tester le vaccin. Alors attendez, on va pas leur injecter du virus. On leur injecte du virus atténué, voire inactivé. Mais ça fait partie des essais cliniques. Même à Paris, il y a des essais cliniques de phase 1. C'est-à-dire que, comme ça porte bien son nom, c'est phase 1. Ça veut dire qu'il y aura d'autres phases, 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'on puisse le mettre sur le marché. Tout ça parce qu'on va pas aller mettre un vaccin qui serait pas sûr. Il faut qu'il y ait une sécurité autour de ce vaccin. Imaginez, vous balancez un vaccin comme ça, mais on est capable de le faire. Il y a des vaccins en développement, mais il faut respecter tous les process pour pouvoir avoir un vaccin extrêmement sûr et ça sera dans quelques semaines, voire dans quelques mois avant de le mettre sur le marché. Avant d'avoir Michel qui est confiné à la maison. Et le coronavirus, il sera passé d'ici là. On parle de pandémie. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une pandémie par rapport à une épidémie? Cet après-midi, l'Organisation mondiale de la santé, une épidémie, c'est dans un endroit localisé. C'est localisé dans le temps et dans l'espace. Par exemple, un pays, une région à Wuhan ou une région chez nous. Une pandémie, c'est sur l'ensemble des continents. C'est-à-dire que c'est une épidémie qui flambe un peu sur l'ensemble des continents. Et là, on voit qu'il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a les États-Unis. Et il y a quand même l'Afrique qui est quand même assez préservée. Alors, on ne sait pas bien pourquoi, mais probablement que les températures un peu plus élevées, ça inactive. Et puis la population est très jeune aussi. Ils ont déjà eu Ebola, les pauvres, on va les laisser s'étendre un peu. Ils en ont déjà eu des sacrés. Et ceux qui ont eu le chikungunya dans les îles, c'est pareil, on va les laisser se reposer. Non, mais pour nous, ça serait plutôt une bonne nouvelle, parce que si c'est les températures, ça veut dire que Trump, il n'était pas complètement à côté de la plaque quand il disait avec le printemps, les températures élevées, etc. Ça va aller mieux. Mais je crois que d'ailleurs, dans les dom-toms, si je dis pas de bêtises, il y a assez peu de cas. Ouais, il y a pas de cas. Aussi, ils ont d'autres choses. Ils ont la dengue, ils ont plein de le chikungunya. Mais là, il y a assez peu de cas. Et là, j'entendais en venant voir, j'entendais qu'il y avait un bateau qui était coincé, qui était confiné. Ils voulaient pas le laisser rentrer sur le territoire justement d'outre-mer pour les départements pour éviter justement de faire rentrer un premier cas. Michel, il est confiné à la maison. Pourquoi, Michel?
Bonsoir Koé, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir docteur. Après froid, Michel. Alors, moi j'ai attrapé un petit coup de froid sans symptômes apparents de coronavirus, juste quelques frissons, une grosse fatigue, ce qu'on appelle le rhume. Et dans le doute, mon patron m'a confiné chez moi à la maison en me demandant de faire un dépistage. Ok, c'est Miko. C'est un mec qui bosse avec nous. Okay, alors, Miko. d'autant que j'ai un collègue qui revient d'Italie et c'est moi qu'on traite de patient zéro. Donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que je suis obligé de rester à la maison, surtout qu'il y a Dua Lipa qui vient demain à la radio. C'est vrai que je lui ai demandé. Non, c'est alors Miko, ça va mon poulet. Non, c'est vrai. C'est moi, hier, il était là, il frissonnait un peu. Je lui ai dit, reste à la maison. Mais j'ai eu raison ou pas? La bonne partie de oui, la première partie, c'est bien. Reste à la maison, viens pas contaminer tout le monde, mais que t'aies la grippe, mais que t'aies la grippe, le coronavirus ou autre chose. Par contre, la deuxième partie qui est de dire va faire un test de dépistage, ça c'est pas bon, parce que s'il a pas de symptômes de gravité, il y a pas besoin de faire de test de dépistage. Et d'ailleurs, on ne lui le fera pas le test de dépistage. Est-ce que tu as de la fièvre? J'ai pas de fièvre, j'ai pris ma température, je n'ai pas de fièvre. Mais même s'il avait de la fièvre, même à 38,5 de température, on fait pas le test. Un petit rhume. Il dit que c'est un petit rhume. Je te fais un bisou, Miko. Moi aussi, j'ai un petit rhume. Je t'embrasse. À demain. Alors est-ce que je peux revenir demain, du coup? Oui. Viens maintenant, si tu veux. Non, mais s'il y a plus de symptômes, il pourra revenir. Et il faut mettre un petit masque, par contre. Ça, quand on est. Mais ouais, mais même quand on a la lui, gastro. il a des masques de Spider-Man. Ça marche pas. Quand on a la gastro, on se protège. On protège surtout son environnement, c'est-à-dire que le petit masque, il protège les malades, et ça sert à rien de se balader dans la rue avec un masque. En revanche, quand on est malade de la grippe, du coronavirus, de la gastro, on met un masque pour éviter d'en postillonner partout dans la pièce et de contaminer Koé. Bisous mon Miko, je t'embrasse. Bisous. Bon, je viendrai demain avec un masque de Dark Vador. Du coup, j'embrasse toute l'équipe et j'aime pas bordel. Bisous. Bisous Miko. On a quelqu'un, on n'a pas de prénom. Pourquoi pas de prénom, ligne 4? Il a pas voulu en donner? Ok. Je préfère pas le dire. C'est pas une vanne, pas de vanne de suite. C'est encore Miko. Il était en Chine? Oui, voilà, j'étais en Chine il y a à peu près 6 mois. Et en fait, j'ai peur d'avoir chopé quelque chose. Je sais pas si c'est possible, mais j'ai toujours le nez qui coule un petit peu chroniquement. Ça m'inquiète en fait. Voilà, je sais pas si j'ai des risques ou pas. Bon, alors la durée d'incubation, vous savez, entre le moment où vous êtes contaminé et vous avez les symptômes, elle est entre 2 et 12 jours. Donc c'est pour ça qu'on dit on met les gens en quarantaine pendant 14 jours. Donc 6 mois, à mon avis, si vous aviez eu quelque chose. En plus, il y a 6 mois, elle n'avait pas démarré l'épidémie là-bas. Donc il faut vraiment avoir, là, se rassurer. Et 6 mois, globalement, ça n'a rien à voir avec votre voyage en Chine. En Chine, en plus, c'est pas dans toute la Chine, c'était vraiment la province autour. J'étais à Shanghai, moi, exactement. En Shanghai, ça va. Vraiment, franchement, depuis 6 mois, c'était Wuhan, l'épicentre. Je vais vous dire un truc, c'est que ça, l'avantage du coronavirus, on en parlera plus tard, c'est que grâce à ça, beaucoup d'étudiants ont su qu'il y avait une ville qui s'appelait Wuhan en Chine, grande ville et savaient que c'était une grande ville, parce que moi je n'avais jamais entendu parler de Wuhan avant le coronavirus. C'est bien pour les cours de géographie. Je vous le dis, maintenant les jeunes sauront où c'est. Merci monsieur pas de prénom. Jérémy qui avait une question qui n'est pas idiote. Jérémy. Salut Koé, comment ça va l'équipe? Magnifique Jérémy, Jérémy, une question. Alors j'ai une petite question là, tu vois, je sors de la salle de sport et je voulais savoir si on touche une zone contaminée et si on le met pas à la bouche, est-ce qu'on peut être quand même malade? Genre les haltères, genre il prend les haltères, c'est une bonne question. Ouais, c'est pas con. Il prend les haltères. On fait du sport au chez le nous. Il prend des haltères et ensuite il fait pas attention, il se le met dans l'œil, à la bouche, etc. Ouais, alors, bien sûr, il faut prendre des règles un peu de base, c'est-à-dire qu'il faut, si vous avez une petite lingette, vous pouvez désinfecter éventuellement, mais surtout il faut se laver les mains avant et se laver les mains après la séance de sport. Le virus, il peut rester quelques heures à quelques jours en fonction, c'est du plastique, c'est du métal, etc. Ouais, le virus de la gastro, vous savez combien de temps il reste? Non. 2 mois. Ah merde. 2 mois. Vous êtes sérieux? Ouais, je suis sérieux, bien sûr. Les rotavirus de la gastro-entérite, ça reste 2 mois. Donc, on a quand même la chance d'avoir un virus qui reste quelques heures sur certaines surfaces, jusqu'à quelques jours. En tout cas, il n'y a pas de risque. J'ai entendu beaucoup de choses aussi. Je reçois un colis de Chine, etc. Bon, ça, c'est clairement, il n'y a pas de risque, quoi. Mais pour la salle de sport, c'est des règles de base. Une petite lingette, si vous voulez, pour désinfecter. Puis surtout, lavez les mains avant et après. Et faites du sport, ça va doper votre système immunitaire. C'est pas mal. Ah, merde. Gérald nous disait hors antenne, enfin même pas hors antenne puisqu'on vous parle pendant les titres sur Facebook Live et sur Twitch, 48 morts, 2281 cas, et on était en train de se dire qu'il y avait un côté extrêmement morbide à faire ce compteur des morts. Oui, carrément. Quelque part, vous vous réveillez tous les matins, vous mettez BFM, 48, demain ce sera certainement, je vous le dis, 61. Voilà, et on est d'accord, on en parlait, dites-moi si je me trompe Gérald, mais que finalement là aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont à l'hôpital, des gens à qui on va retarder une mort inévitable parce que la science a fait des progrès et on s'acharne, mais ces gens vont mourir et qu'on risque de se réveiller peut-être dans 3 jours avec 30 morts de plus.
et tout le monde va peut-être s'affoler en disant mon Dieu, 30 morts en une nuit, c'est terrible. Et surtout qu'on ne donne pas le nombre de morts qu'il y a en France de manière normale. En épidémie de grippe, il y a, je le disais tout à l'heure, 170 morts par jour. C'est-à-dire qu'on ne donne pas le contexte. Donc au début... Mais pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce qu'au début, on se disait, bon, on va essayer de... Rappelez-vous l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui disait non, il n'y a pas de risque, qu'il y ait des cas, etc. Enfin, on ne peut pas s'avancer comme ça. Je suis d'accord qu'il y a donc quand il y a un ou deux cas, on se dit, voilà, c'est circonscrit, c'est un peu comme un incendie, il n'y a qu'un ou deux foyers, et le truc est géré. Sauf que plus ça monte... Mais Gérald, pourquoi on ne dit pas ce que vous venez de dire là ? Ce que moi, j'aimerais voir, bordel, à BFM Télé et à CNews, qui m'angoisse monstrueusement et que je ne regarde plus, je le dis officiellement, c'est fini. C'est terminé ? Non, c'est fini. C'est bien, faut regarder LCI. Non, mais même, je vais vous dire, j'adore les infos, mais c'est fini. Parce que je trouve que c'est en boucle, qu'on est en train d'aller chercher les chambres d'hôpital par chambre d'hôpital, personne qui tousse par personne qui tousse. Et les personnes qui n'ont rien, on essaie de faire en sorte qu'ils aient quelque chose. Mais pourquoi aucune chaîne ne dit ça ? Pourquoi on ne dit pas, je vous rappelle, que en période de grippe, c'est 170 morts par jour et que là, on est en 3 semaines, un mois à 48 morts. Personne tempère. On le dit, enfin moi je le dis sur les médias, en particulier sur LCI tous les jours. Il y a d'autres collègues qui doivent le dire, mais c'est vrai que les chaînes info, il y a un côté un peu, voilà, faut de l'info, faut que ça soit sensationnel, etc. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut quand même que les gens suivent les mesures barrières, ces fameux gestes barrières. Donc il faut un petit peu quand même les inquiéter, mais pas trop. Vous pensez quoi des restrictions par rapport au spectacle, salle de concert c'est moi qui aurais pu la poser celle-là, parce que je suis bien emmerdé. Par exemple, le foot ce soir où il y a PSG Dortmund, c'est ça ? Oui. Où c'est à huis clos. Par contre, on autorise les supporters à venir se rassembler devant. Est-ce que c'est de l'hypocrisie ? Est-ce que c'est nécessaire ? Non, en fait, l'interdiction dans les rassemblements publics, c'est une mesure qui a montré son efficacité pour éviter la circulation d'un virus. C'est-à-dire quand il y a un virus qui circule, plus vous avez de gens rassemblés dans un endroit, plus vous avez de chances, de risques que le virus il circule, il passe d'une personne à une autre personne. Mais c'est entretenir la parano aussi, un peu, quelque part, de faire ça. Non, ce sont des bons réflexes. En fait, ce sont des réflexes qu'on devrait avoir tout le temps, toutes les années, de même que quand on vous dit allez vous faire vacciner contre la grippe, c'est pas pour rien non plus. Et ces réflexes-là, on les a pas parce que c'est pas dans notre culture, c'est pas. Et donc, il faut qu'il arrive une épidémie comme celle-ci ou une pandémie maintenant pour que, clac, on ait un coup de rappel, un coup de semonce. Et là, tout le monde s'affole. Moi, j'espère qu'on va pouvoir gérer cette épidémie-là, que les choses vont pas être dramatiques, mais surtout, il faut qu'on en tire des leçons. Il faut que ces réflexes-là, on les ait, qui sont des réflexes d'hygiène, tout simplement. Vraiment, celle-là, elle revient tout le temps. Est-ce qu'on en sait plus sur l'apparition ? Parce qu'on a eu les rumeurs de les Chinois mangent des chauves-souris. C'est le début du truc. C'est la soupe de chauve-souris. Rumeur ou vrai ? Non, c'est fake news ou vrai ? En fait, quand on regarde le génome, la carte d'identité de ce virus, effectivement, il est dérivé d'une chauve-souris. D'ailleurs, il s'appelle le bat coronavirus. Ouais. Mais il y a probablement eu des mutations et c'est toujours la même chose avec les virus. Ils sont dans un réservoir animal de l'oiseau et les grippes aviaires, rappelez-vous, il y a quelques années. Ça a été la grippe porcine aussi, sauf qu'ils restent chez les animaux, ça s'appelle une zoonose, et parfois accidentellement ils passent chez l'homme parce qu'ils vont bouger un peu, ils vont muter, et après quand il y a une transmission interhumaine, c'est-à-dire entre les hommes, les femmes, bref, les êtres humains, eh bien on arrive à une épidémie, mais ça part quasiment toujours de l'animal. Alors c'est vrai que quand vous avez des wet markets, des marchés humides en Chine, ça s'appelle comme ça, parce qu'il y a des poissons, il y a des serpents, il y a des chauves-souris, il y a un peu de tout, avec des animaux vivants et des animaux un peu exotiques, qui sont des réservoirs de virus, eh bien vous avez plus de risques parce qu'il y a une promiscuité, il y a l'homme avec l'animal qui vivent quasiment à côté, et les Chinois sont très conscients de ça, et c'est un vrai problème de sécurité sanitaire, ils sont en train de faire beaucoup pour lutter contre ça, eh bien vous avez plus de risques qu'il y ait une mutation, et que cette mutation elle passe chez l'homme. Voilà pourquoi ça part. On est d'accord que les véganes sont moins emmerdés que des choux-fleurs et des radis, finalement. Non mais indépendamment de la vanne. Le vegan, il peut être contaminé par le coronavirus après, parce qu'il suffit qu'il y ait un être humain qui lui n'est pas vegan. Pas dans le chou-fleur. Il n'y a pas de virus dans le chou-fleur. Non, ça vient surtout des êtres vivants, des oiseaux, des chauves-souris, etc. Ludivine avec son mari sont épileptiques. Ça va, Ludivine ? Oui, ça va très bien, et vous ? Ça va bien. Tout le monde. Salut ma belle. L'épilepsie, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, je la fais courte, c'est un jeu vidéo pendant longtemps avec des images fluo, ça peut faire des convulsions. C'est ça. C'est la version exagérée, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a l'avertissement quand on ouvre le jeu vidéo, on dit attention, si vous êtes épileptique, consultez votre médecin. C'est ça, ça peut déclencher la crise d'épilepsie. Il y a plein de causes. Même la fatigue aussi, la fatigue et le stress. Il y a plein de causes. Et vous l'êtes tous les deux, mais vous vous êtes rencontrés dans un club d'épileptiques ou ? Ah non, même pas. On s'est rencontrés sur Facebook il y a 10 ans et puis après les choses se sont fait comme ça. Mais par hasard ou c'était un groupe spécialisé genre épileptique, parlons-nous ? Tinder épileptique. Ah non, même pas. On s'est rencontrés via une amie en commun. Ouais, mais c'est un point commun. Donc ça, forcément, ça rapproche. Alors, elle veut savoir, est-ce qu'elle est une personne à risque au niveau de la mortalité ?
Non, parce que comme il y a une femme en Italie qui est décédée. J'ai entendu. En fait, c'est un des acteurs, là, Lucas Cézé, là, qui crie. C'est un appel déchirant. C'est une vidéo déchirante parce qu'il dit voilà, ma sœur, elle est épileptique, elle est morte probablement du coronavirus, et c'est important de dire probablement parce qu'on ne sait pas de quoi elle est morte. Et les secours sont pas venus parce que voilà, j'en veux beaucoup aux autorités qui m'ont laissé parce que les médecins ils sont débordés, les secours il y a eu un retard au secours, ils sont pas venus. Il est resté avec sa sœur malheureusement qui est décédée. Est-ce qu'elle est décédée du coronavirus? On n'en sait rien. Elle était positive au coronavirus. Après, parce qu'elle a eu le test qui était positif, mais ça ne veut pas dire qu'elle est morte du coronavirus, parce qu'imaginons qu'elle ait fait une grosse crise d'épilepsie, comme tous les épileptiques connaissent, il faut des secours pour arrêter la crise d'épilepsie. Et puis en parallèle, elle a peut-être eu une sérologie ou un test positif au coronavirus, mais il n'y a peut-être rien à voir avec les deux. En gros, ça veut dire qu'elle a peut-être fait une énorme crise d'épilepsie. Mais oui, et comme il n'y a pas eu les secours, parce que pour le coup, ils étaient occupés sur autre chose, ils sont débordés, elle est peut-être morte de la crise d'épilepsie. Donc ça ne veut pas dire que les épileptiques, et quand on regarde les études et les gens qui meurent du coronavirus, les épileptiques, c'est pas un facteur de risque. Je vais la faire courte. On est en France, on est chez nous, quelqu'un qui a des problèmes de cœur, fait une attaque cardiaque, a le coronavirus, mais qui n'a rien à voir avec il peut faire son attaque cardiaque, rien à voir avec le corona. Les gens arrivent trop tard, on va dire il avait le coronavirus, il est mort, donc on va faire un amalgame alors qu'il est peut-être pas mort à cause de ça, mais à cause du cœur. Et alors ce qui est important, c'est de pas engorger les lignes du 15 par exemple. Le SAMU, le 15, c'est quand vous avez vraiment une urgence vitale. C'est un autre numéro. C'est-à-dire que si vous avez, sinon c'est un autre numéro, si vous voulez des renseignements, c'est le 0800 130 000. Donc ce numéro vert, le 0800 130 000, c'est quand vous avez des questions sur le coronavirus, vous pensez que votre voisin il revient d'Italie, etc. Vous faites ce numéro, mais le 15, c'est si jamais vous avez alors soit une crise cardiaque, un AVC, etc. ou en rapport avec le coronavirus, vous avez du mal à respirer, ça va pas, bref, vous faites une pneumonie, 40 de fièvre, là c'est inquiétant, vous pouvez appeler le 15. Mais sinon, entre les deux, si vous avez des petits symptômes, c'est votre médecin qu'il faut appeler. D'accord. Ludivine, je t'embrasse ton chéri. Merci beaucoup. Bisous Ludivine. Jeff? Oui, quand c'est avéré qu'on a le coronavirus, quel est le traitement? En quoi il consiste? Alors, il n'y a pas de traitement. L'essentiel des formes de coronavirus, c'est des formes bénignes. Donc, c'est un rhume, ça va passer. Vous prenez du paracétamol, vous mettez un masque et ça passe. Pas d'antibiotiques parce que les antibiotiques, c'est pour des bactéries. Et là, c'est des virus. C'est pas automatique. C'est exactement pour ça qu'on dit ça. Pour la grippe, par exemple, on ne donne pas d'antibiotiques. Sauf si on a une surinfection, etc. Donc, c'est bénin, ça va passer. Du paracétamol, vous prenez de la tisane, vous mettez un masque pour éviter de contaminer les autres et vous restez chez vous, tranquille au chaud, ça va passer. Et puis, si jamais il y a des symptômes graves, par exemple, vous avez du mal à respirer, la fièvre baisse pas, bref, ça va vraiment pas. C'est là où il faut consulter un médecin, voire appeler le 15 si vraiment ça va pas. Et là, on va vous hospitaliser. Parfois, il y a besoin de réanimation. Essentiellement chez les gens plus âgés ou avec l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, mais ça peut arriver chez des jeunes aussi. Malheureusement, la grippe, il y a des gens qui meurent chaque année, ils sont jeunes, ils n'avaient pas d'antécédents et ils font une grosse pneumonie, une grosse infection. Et là, on va vous donner des antiviraux. On est en train de tester beaucoup de médicaments contre le virus. Et il y a plein d'essais thérapeutiques partout sur la planète. Il y a des collaborations scientifiques. En Italie, là, un collègue me disait qu'ils essayaient beaucoup la vitamine C, par exemple, à forte dose, qui a l'air d'avoir une efficacité. Et puis, on va donner des antibiotiques parce qu'il y a des surinfections aussi, la pneumonie, l'infection des poumons, elle peut se surinfecter avec des bactéries. Et surtout, on va vous donner de l'oxygène parce que le problème, c'est avec la pneumonie, le manque d'oxygène. Donc, en fonction de vos besoins en oxygène, on sera obligé de monter, parfois de mettre une sonde, de vous mettre sous anesthésie générale, etc. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que s'il y a des formes graves, parmi les gens qui arrivent à l'hôpital, ces formes graves, elles vont avoir besoin de soins de réanimation et les lignes de réanimation, les places, elles sont pas extensibles. On a 5-6 000 en France. Anne-Amandine du Luxembourg atteint d'une sclérodermie systémique. Pour ceux qui savent pas ce que c'est quoi? Non, mais c'est une maladie, c'est comme toutes ces maladies de système, des maladies qui peuvent affaiblir le système immunitaire. D'accord. Ça va Amandine? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Amandine. Oui, en fait, j'ai la sclérodermie systémique, c'est une maladie auto-immune qui, en fait, c'est le corps qui procure trop de collagène. Mais c'est surtout un dysfonctionnement du système immunitaire. Les maladies auto-immunes, c'est nos propres défenses qui se retournent contre le corps. Donc ça veut dire qu'il y a des défenses un peu affaiblies. Et effectivement, vous pouvez moins lutter contre des bactéries ou contre des virus. Ceci dit, quand on regarde dans les chiffres et notamment les patients les plus graves en Chine, il n'y avait pas forcément des gens qui étaient atteints de déficit immunitaire. C'était surtout des gens qui étaient âgés, qui avaient de l'hypertension artérielle, des grosses maladies cardiovasculaires, mais pas forcément des maladies comme ça de système ou de baisse de l'immunité. Ceci dit, faut faire attention, faire encore plus les gestes qu'on a dit que les autres et éventuellement, si vous pouvez éviter d'être sur des lieux de rassemblement, etc., faites un petit peu plus attention que les autres. Oui, j'essaie d'éviter, mais prochainement, là, le 17, je suis hospitalisée à Strasbourg, à l'hôpital.
problème, l'hôpital, c'est un lieu où il y a plein de microbes. Ah oui, ça, je crois que c'est pas que ce soit l'endroit où il y en a. Oui, forcément. Donc t'es inquiète, en fait t'es inquiète d'aller à l'hôpital plus finalement que de rester chez toi. Voilà, et en plus, je suis obligée d'y aller. Non, mais il faut poser la question à votre médecin si vous avez un rendez-vous. C'est-à-dire que si ça peut être reculé, ça peut être pas mal de décalé. De même que là, les hôpitaux sont en plan blanc, donc il y a des interventions chirurgicales non urgentes qui sont repoussées. Mais le problème, c'est une hospitalisation d'urgence. Du fait, c'est pour un nouveau traitement. Ça veut dire que mon état s'est dégradé. Bon, mais j'entends, mais c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. S'il y a besoin de vous hospitaliser, qu'il y a un vrai bénéfice et que les risques sont limités et que l'hôpital peut vous recevoir, mais ça c'est votre médecin qui doit, avant d'y aller, poser-lui la question. Ou à sa secrétaire, vous les appelez en disant voilà, je suis inquiète, est-ce que l'hospitalisation elle est maintenue ou est-ce qu'on la diffère? Et votre médecin, si votre intervention ou votre hospitalisation est nécessaire, il va vous hospitaliser. On finit, gros bisous Amandine, on finit avec Christelle, elle est enceinte de 3 mois. Beaucoup de gens nous ont posé des questions pour les mamans. Les femmes enceintes. Ça va Christelle? Oui, bonjour, ça va? Salut, on est en Belgique. Pardon. Vous avez beaucoup de cas en Belgique ou pas? Ouais, ça commence maintenant. Ça commence. Normal, Et ça fait peur, Oui, de toute façon, toute l'Europe, je pense que le virus, il circule vraiment partout. Et vous êtes enceinte, c'est ça? Oui, je suis enceinte de 3 mois et en fait je me dis si maintenant je viens à choper le virus, est-ce qu'il y a un danger pour le bébé ou comment ça se passe? Parce qu'ici ils ne savent pas répondre en fait. Non, alors il y a quelques études là aussi qui montrent que les femmes enceintes ne sont pas plus touchées que les autres, sauf que vous avez un système immunitaire qui est un peu affaibli, ça c'est normal avec la grossesse. Donc si vous avez de la fièvre, il faut consulter votre médecin, mais surtout il n'y a pas que le coronavirus, il y a d'autres maladies comme la listériose et là c'est des bactéries. Et donc de la fièvre chez une femme enceinte, il faut consulter parce qu'il vous mettra sous antibiotiques, pas pour le coronavirus mais pour les autres maladies. Et il y a quelques cas de transmission au fœtus, mais les enfants, le fœtus, les moins de 15 ans sont très peu touchés et il y a 0 mort. Ça, c'est très étrange. C'est très surprenant. Ils peuvent être porteurs du virus, mais sans gravité, et par contre, ils transmettent le virus. Alors, est-ce que c'est leur système immunitaire? Il y a plein de raisons, des récepteurs qui ne sont pas les mêmes. On est en train d'apprendre sur ce virus. Bisous, Christelle, je t'embrasse. Merci, au revoir, bonne soirée. Bisous, ma belle. 15 avril. On n'en sait rien, c'est en fonction de la durée de l'épidémie. Est-ce que les mesures ont été efficaces, pas efficaces? Globalement, 15 avril, les choses iront mieux ou on sera toujours en montée? On peut espérer que... Si on regarde, on a une semaine de décalage avec l'Italie, donc le virus va arriver, ça va monter, et puis il y a les beaux jours qui vont arriver, le réchauffement aussi peut être quelque chose de favorable. Mais j'ai pas une boule de cristal et ça on peut pas forcément répondre. Là ils ont pris 15 avril, peut-être qu'ils repousseront, parce qu'il y a des conséquences économiques majeures, donc ils vont pas dire jusqu'au 31 mai, donc ils disent 15 avril, peut-être qu'on élargira jusqu'à fin avril et puis on verra en fonction. Je dis pas que c'est une grippette ou que c'est un rhume, on est face à quelque chose qui peut être potentiellement grave, non pas par le taux de mortalité en lui-même du virus, c'est pas je te touche tu meurs, c'est pas ça, mais c'est le nombre de gens qui pourraient être contaminés. Statistiquement, ça pourrait faire énormément de gens qui ont besoin de réanimation, de structures hospitalières, et là ça risque on est dans un hôpital qui est déjà très compliqué à gérer. Eh ben, je vais vous applaudir parce que je vous ai très bien. On ne se connaissait pas Gérald, mais merci beaucoup. Pour venir. Merci à vous.